il y a une unité paradoxale. C'est cette unité paradoxale que j'ai essayé modestement de découvrir. Évidemment, j'aurais du mal à l'exposer en 3 minutes, mais ce que je peux déjà dire, c'est que nous pouvons trouver dans le 19e siècle à travers les âges, qui est c'est un livre majeur de Muret, ça date de c'est 85 à peu près. Oui, il a 85, écrit 86. je crois qu'il a écrit en 83 à Stanford, il a écrit en très peu de temps. C'est un livre que l'on considère aujourd'hui comme majeur, mais c'est un livre que lui-même considérait comme un brouillon et qui est en fait le livre nucléaire à partir duquel il va épanouir la totalité de fusion de son inquisition. Voilà. Ouais. Et c'est dans ce livre qu'il va établir à propos de Balzac une théorie qui est fondamentale pour comprendre son œuvre. À partir de Balzac, il va expliquer comment Balzac, à ses yeux, a défini son propre rapport à la littérature. Pour le Balzac de Muret, il est très clair que l'homme aussi doit être expliqué selon le péché originel. Et Balzac est un homme qui a posé les dogmes chrétiens à la source de sa propre tentative de comédie humaine, de description de la société. Pour Muret, ainsi, et c'est là que l'on trouve quelque chose de fondamental, poser un regard chrétien, catholique même, sur la société permet d'en souligner les imperfections en les rapportant à une transcendance, et de ce fait, Muret va se servir de l'idéal chrétien, mais comme d'un instrument littéraire, non pas du tout comme une croyance, comme d'une position métaphysique, mais comme d'un idéal littéraire. Et c'est la première fois, si vous voulez, qu'on arrive à une sorte de philosophie qui va aboutir à cette conclusion. Il faut faire de la littérature. Les principes de la philosophie de Muret aboutissent à la conclusion selon laquelle il faut faire un roman de l'époque dans laquelle nous sommes. Et il s'appuie sur Balzac, un Balzac sans doute imaginaire, mais un Balzac qui est le sien, pour pouvoir se dire, voilà, je veux décider de faire une littérature. Alors on se dit toujours, oui, Muret, pamphlétaire de génie, romancier raté, mais c'est totalement faux. Le romancier Muret existe à travers toutes ses chroniques, il est devenu un chroniqueur, de même que Céline se disait chroniqueur, de même que Saint-Simon a été un chroniqueur de génie. Muret a écrit cette chronique de son époque, qui restera, c'est un fait à mon sens, parce qu'il a appliqué un principe métaphysique qu'il a détourné de sa signification métaphysique. Il en a fait une méthodologie d'exégèse, et après toute fin de son existence, nous trouvons à l'autre bout de son œuvre, 20 ans plus tard, ces quelques vers qui viennent poser un point d'interrogation considérable sur cette position qui est la sienne. Muret croyait-il en Dieu ou pas? Et la question à ce moment-là se pose. Il répondait à la question quel est le don que vous auriez aimé avoir? Il répondait celui de la grâce. C'est une question extrêmement complexe pour lui. Mais c'est une question d'autant plus complexe que quand on dit je crois en Dieu, on témoigne également par là même d'un doute, sinon on n'y croit pas. C'est un peu pour rester sur Ségolène Royal, comme les partisans de Ségolène Royal dans l'entre-deux tours en 2007 qui disaient j'y crois encore, ce qui était une façon de dire qu'ils avaient un doute. Pour filer la métaphore de la divinité royale par laquelle nous avons commencé et que Muret prend au sérieux, il faut quand même retenir le fait que, ça nous embarquerait dans un débat théologique que nous n'avons pas le temps d'avoir, et au fond ça n'est pas le lieu, oui. Mais tout de même, quand Muret, si on suit l'hypothèse que vous formulez, Maxence Caron, est-ce que Muret ne s'est pas mis lui-même dans une impasse, et est-ce qu'au fond le diagnostic de la fin de l'histoire n'est pas justement une aporie qui serait finalement l'effet d'un caractère profondément nostalgique, mais j'ai envie de dire nostalgique deux fois. D'abord, nostalgique d'un temps qui n'est plus, même si lui disait c'était mieux toujours, c'était pas mieux avant, et deuxièmement, nostalgique à l'avance du retour de ce temps, puisque la nostalgie, c'est également la douleur du retour elle-même. C'est pas seulement le manque de la terre natale, c'est aussi la douleur de découvrir que quand on retourne sur la terre de ses ancêtres, ça n'est pas du tout le paradis perdu. Maxence Caron. Oui, Muret ne s'est pas mis dans une impasse, dans la mesure où il a fait fonctionner à ses propres yeux une théorie, une méthode qui ont porté des fruits considérables, et par ailleurs une pensée s'est déployée. Donc à ses yeux, il ne s'est certainement pas mis dans une impasse, puisqu'il a été l'exégète d'une impasse
impasse qui est à l'époque contemporaine. Qu'il a diagnostiqué, mais elle est peut-être diagnostiqué. l'effet de son caractère tout autant que de la fin de l'histoire. Il y a d'autres éminentes personnes pour dire que là où il voit de la fin de l'histoire, c'est une vision très très européo-centrée, même si Murray était europhobe, c'est une vision très occidentalo-centrée finalement de la fin de l'histoire. Oui, c'est un homme qui s'épanouit en démocratie qu'il peut critiquer à loisir. Il disait la chose suivante, il se passe quelque chose, toute personne non encore tout à fait changée en rhinocéros post-historique sait ou sent qu'il se passe quelque chose de monstrueux. Et ce qui ne se ramène pas à définir cette chose monstrueuse est nul et non avenu, du moins du point de vue littéraire. Donc sa littérature est définie entièrement par rapport à ceci. Question d'humeur, je ne sais pas, je vous avoue pour ma propre humeur peut-être, je ne sais pas, mais je trouve que les choses sont passablement curieuses de nos jours. Mais bon, bref, peut-être n'est-ce qu'un étonnement philosophique, un excès de Thomas Zane pour ma part. Mais pour ce qui est de son impasse, alors pour son œuvre est son œuvre. Son œuvre ne peut pas être une impasse. Pour la théologie de Murray, l'impasse est totale. C'est-à-dire qu'il est dans un tel va-et-vient entre l'image de la femme qui lui sert de divinité, qui lui cache l'Éden véritable dont il aimerait pouvoir découvrir quelque chose, l'instrumentalisation de la religion au service d'une littérature, etc. Là, oui, il y a une impasse totale. Si son but était de trouver une pacification religieuse, quelque chose de ce type, là, l'impasse est totale. Maintenant, savoir si l'œuvre de Murray est une impasse dans l'analytique post-historique qu'il a voulu déverser sur le monde qui était le sien, je ne sais pas. Je parle d'impasse dans la mesure où peut-être, et c'est d'ailleurs le reproche qu'on lui fait, Murray se situe dans une démarche de dénonciation systématique de tout ce qui relève d'une forme d'unanimité, d'euphorie, de joie, d'une certaine manière. D'ailleurs, il fait grand cas, l'un de ses articles les plus drôles porte sur Marie-Georges Buffet qui, au milieu d'un match de foot interrompu, prend le micro pour s'adresser au stade en disant « respectez la joie ». Or, Murray fait remarquer que c'est le chagrin en général qu'on respecte et pas la joie. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il n'y a pas, du coup, du fait même de l'impasse en question, quelque chose de systématique, j'ai presque envie de dire justement, fidèle en cela au diagnostic de la fin de l'histoire, quelque chose d'assez répétitif dans les imprécations de Murray. Peut-être que le caractère de Murray n'était pas, peut-être n'avait-il pas envie de se réjouir, mais la joie oui, en fait, bon, vous essayez de différencier un Murray subjectif, un Murray objectif. La question est de savoir est-ce qu'il a le droit ou bien est-ce qu'il y a pertinence à critiquer Vous avez 2 minutes pour mettre de l'ordre dans ce que je dis. Mais la question, je ne la situerai pas là. La question est que Murray a voulu dénoncer une certaine forme de réjouissance, une réjouissance qui est tautologique et qui refuse absolument toute forme de grandeur. C'est la manière dont il a voulu montrer qu'un univers lisse qui excluait l'altérité était en permanence en train de s'auto-féliciter. Bon, ça c'est la manière dont il a construit son œuvre, qu'elle soit qu'on puisse regarder cette manière dont il a construit son œuvre de manière critique ou pas. Bon, c'est une autre question. Maintenant, la manière dont il pense, c'est celle-ci. Je ne crois pas maintenant qu'il faille regarder Murray de l'intérieur de cette œuvre qui porte sa propre puissance et qui porte une estocade à notre époque, une estocade dont notre époque ne se remettra pas, puisque de toute façon, elle témoigne, sinon nous n'en ririons pas tant, elle témoigne de la véracité du regard vitriol. On en vient au sens profond peut-être du rire en question qu'il suscite chez ceux qu'il dénonce. C'est qu'au fond, la plupart des gens savent qu'ils vont mourir mais ils n'y croient pas, et quand on le leur dit, en général devant une assemblée, ils rient, parce que c'est le moment où on met sous les yeux de quelqu'un ce qu'il sait de lui-même mais qu'il ne veut pas voir. Oui, mais surtout je crois que la particularité de cette chronoscopie murrayenne, c'est en dernier lieu d'avoir pointé quelque chose tout en restant dans des contradictions fortes dont il faudra définir pour le meilleur de l'œuvre de Murray les limites, enfin les bornes et les frontières et tout simplement le cadre. La carte proposait des choux gras aux gambas, des joues de vieux melons, aux senteurs d'épines douces, des bouchées de passe-pierre sur leur lit de madras et des lapins farcis sur trilogie de mousse. Et la femme d'à côté, à la table voisine, criait que son dernier venait de faire caca,
que c'était bien la preuve de l'existence divine. Et les autres autour d'elle en faisaient très grand cas. La serveuse conseillait des mouillettes de brioche à la fleur d'oranger sur crème de mascarpone, disait que le sorbet non plus n'était pas moche, ni le sauté de figue à l'huile de Gascogne. Et la grognasse odieuse a sorti de son sac plusieurs couches en couleur pour éponger les flaques, assez de couches en somme pour repeindre le monde et distribuer partout son crottin à la ronde. Il y avait aussi tant de brochettes aux œufs, des tartines de chèvre avec du paprika, du saumon, sauce rouille sur liqueur des chartreux, des jarrets de dorade à la fleur d'avocat. Et la radasse infâme nettoyait à grands seaux, ivre de son bron droit, le cul de son marmot. Elle aurait bien couvert toute la terre de merde et le ciel et la mer pour que rien ne se perde. Prenons Muret au sérieux, hein. Que moins cette émission serve à cela. Merci Maxence Caron. Philippe Muret, La femme et Dieu, ça paraît en septembre 2011. C'est de vous chez Artege et vous co-dirigez un collectif, Philippe Muret, au CERF. 39 contributeurs avec Jacques de Guilbon, vous le co-dirigez avec lui, avec des textes notamment tirés du journal inédit de Philippe Muret. Qui lui parut malsain. Les femmes ne sont pas sorties du gynécée, comme le disent encore trop d'illustres niais. C'est le monde lui-même qu'on y a fait rentrer, comme dans une sombre et longue maternité. La nurserie s'étend quand l'histoire disparaît, la pouponnière croît quand la raison décline, la garderie triomphe de la lucidité. 12 coups ont sonné dans la nuit utérine. Le sens même des choses a été congédié, les événements s'écroulent sous les gargouillements. L'homme se convertit au dieu de la diarrhée, tout se récapitule dans un vagissement.